Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cet épisode de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons examiné le 9e animal du zodiaque chinois, le singe, sous différents aspects, en suivant une approche chronologique. Aujourd'hui, nous allons changer notre perspective pour explorer les connotations et les significations associées au singe, ce compagnon de l'être humain. Tout d'abord, le roi des singes est la pêche de l'immortalité. Sun Wukong, le roi des singes, est surtout connu comme l'un des principaux personnages du roman chinois du XVIe siècle, Le voyage vers l'Occident, et de nombreuses histoires et adaptations ultérieures. Dans le dit roman, Sun Wukong est un singe né d'une pierre qui acquiert des pouvoirs surnaturels grâce à des pratiques taoïstes. Après s'être rebellé contre le ciel, il est emprisonné sous une montagne par le Bouddha. Après 500 ans, il accompagne le moine Tang Senzang en chevauchant le cheval blanc dragon et deux autres disciples, Zhu Bajie et Sha Wujing, dans un voyage pour obtenir des sutres bouddhistes de l'Ouest, l'Inde, où le Bouddha et ses disciples résident. Avant que Sun Wukong n'accompagne Tang Senzang en Occident, il causait des troubles dans les cieux. On raconte qu'au moment des préparatifs du banquet royal, Sun Wukong s'introduisit en cachette pour goûter des mets délicats et boire du vin royal. Dans un état d'ébriété, le roi singe se promena dans les cieux alors que tous les dieux et déesses se dirigeaient vers le banquet. Il atteignit les niveaux supérieurs du palais céleste que les autorités célestes laissaient sans surveillance, car seules les divinités d'un pouvoir spirituel très élevé et pur pouvaient y accéder. En réalisant qu'il se trouvait au sommet des 33 niveaux du palais céleste, Sun Wukong débora et consomma les pilules d'immortalité de Lao Tzu et les pêches d'immortalité de Xi Wangmu, la reine mère de l'Occident, prit le reste du vin royal de l'empereur de Jade, puis s'enfuit pour se préparer à sa rébellion dans son royaume. Dès lors, les singes sont souvent représentés avec des pêches symbolisant la longévité. Voici quelques exemples. Image 1 et 2, paire de singes en jade. Une paire de singes en jade blanc teinté de jaune brun sculpté en forme de deux singes volant des pêches. Les deux singes sont côte à côte. Le singe de droite est partiellement accroupi, tenant une branche de pêcher dans sa main droite, avec trois pêches enroulées avec des feuilles sur la branche. Sa main gauche est placée devant lui, comme s'il était en train de saluer. Le singe de gauche se trouve sous une grande pêche, avec la jambe gauche légèrement pliée. La jambe droite est tirée en arrière, tenant la tête tout en gardant un œil vigilant. Des accents en lac noir ajoutent de la vivacité, accentuent davantage les expressions dramatiques et humoristiques. Image de 1 et 2. Fermoir en jade vert. Le fermoir est sculpté sous la forme d'une tête de cheval, avec un petit singe tenant une branche d'arbre fruitier sculptée en relief sur le devant, reposant sur un cylindre. Image 3.1 et 3.2. Encrier en pierre. Un anquet en forme rectangulaire avec des bords gravés en relief des motifs de Hanso. La surface de l'encrier est plate, avec une représentation en relief d'une chauve-souris
donnant un carillon à une extrémité, orné de motifs de double tête de dragon à côté du carillon. Dans son ensemble, cela symbolise la signification de la prospérité et de la chance. La partie centrale de l'encrier est creusée pour servir de réservoir d'encre. À l'arrière de l'encrier, on trouve une sculpture en relief d'un cerf agenouillé sur une pierre, tandis qu'un singe tient une pêche de longévité sous un pêcher. À côté de l'arbre, plusieurs lignes champignons de la longévité poussent. Et dans le ciel, un oiseau vole. L'ensemble de la décoration symbolise la signification de la prospérité, du statut et de la longévité. La pierre de l'encrier est en noir avec des reflets violets et il est accompagné d'une boîte à encre en boîte rose. Si les singes sont souvent associés aux pêches dans l'art chinois, on les voit également fréquemment aux côtés d'Ara ou des moines. Voici quelques exemples. Image 4. Pétales célestes tombant sur un moine indien. Ce travail illustre comment le ciel révèle sa faveur en faisant tomber des fleurs sur un moine indien récitant des sutras. De chaque côté, un singe assiste avec révérence, tandis qu'une bassine est placée à proximité. Pendant ce temps, les fleurs descendent inlassablement et silencieusement. Le dessin de la figure est réalisé avec les lignes rondes et puissantes. La couleur, bien que riche, est profonde et sobre. Cette œuvre anonyme est un bel exemple de la peinture de figures boutiques de l'époque Yuan. Il n'y a aucune signature de l'artiste sur la peinture. L'artiste a utilisé des lignes rondes et fluides pour détailler les plis des vêtements du moine, mais avec une grande fermeté et une grande précision. Les ornements sur les vêtements, les fleurs flottantes, le pelage dense du singe sont rendus avec une grande délicatesse, malgré les textures variées. Le paysage en arrière-plan est principalement réalisé en encre de Chine, créant un contraste saisissant avec les couleurs vives des vêtements et de la pluie de fleurs. Les lignes fines et épaisses ainsi que la palette de couleurs créent une atmosphère religieuse à la fois concentrée et mystérieuse sous le pinceau habile de l'artiste. Image 5. Aha, Liu Guandao, excellent dans la peinture religieuse et les portraits impériaux, fut nommé commissaire d'un bureau impérial. Liu Guandao était également capable de combiner les qualités de divers peintres dans ses représentations de fleurs, de bambous, d'oiseaux et d'autres animaux. Dans cette peinture, Naha démontre ses pouvoirs surnaturels en transformant la fleur de lotus sculptée sur sa canne en un singe offrant une pêche. L'autre Ara se tient adossé à un rocher en observant cette manifestation. Même si les figures et les lignes des vêtements sont peintes de manière sommaire et que le coup de pinceau ne sont pas parfaitement connectés, l'intention derrière ce travail du pinceau est suffisante pour transmettre l'idée des formes. Les couleurs sont si légères qu'elles créent une atmosphère d'une pure élégance, éliminant ainsi toute trace de vulgarité. Sur la peinture se trouve une inscription datée de 1356.
bien que la période d'activité de l'Oquanta ne semble pas avoir été étendue jusqu'à cette année. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez suivi l'heure des musées diffusée sur les ondes de Radio Taïwan International.